consacrée à Bercy, ou plutôt au Rolex Paris Masters de l'Accor Hotel Arena. Et vous avez peut-être. Il vous manquait rien là. Et je crois que j'ai tout. Vous avez peut-être eu la chance d'assister à l'un des matchs de la saison, la demi-finale entre Novak Djokovic et Roger Federer, remporté par le Serbe bien sûr. Mais alors, devrons-nous éternellement vibrer face à des matchs entre trentenaires ? Eh bien, pas sûr, car la finale a vu la victoire du Russe Karen Khachanov, 22 ans. Et quelque chose nous dit qu'il va falloir retenir ce nom. Vous étiez dans les tribunes, Jean-Julien Ezvan. Racontez-nous un petit peu ce match d'anthologie, on a envie de dire, pour survendre un petit peu l'émission, entre Roger Federer la demi-finale. et Novak Djokovic. C'était quand même assez impressionnant. C'est vrai que la demi-finale avait des allures de finale. C'était le match attendu et un match entre Federer et Djokovic et pas tout à fait un match comme les autres. Federer est professionnel depuis 1999. Il a rencontré 328 joueurs différents selon une statistique de l'ATP. C'est Djokovic qu'il a rencontré le plus souvent. C'est toujours des matchs intenses, quel que soit le lieu, quelle que soit la surface, quel que soit l'enjeu, quel que soit le moment de la saison. Et là même le match, celui-là était particulièrement. On vous rappelle le score, si vous n'avez pas suivi, 7-6, 5-7, 7-6, avec à chaque fois donc 2 tie-breaks. Le premier particulièrement disputé, 8-6. Le deuxième, décisif, où effectivement Federer s'écroule un petit peu et perd 7-3. Mais tout de même, on vient de voir l'image à l'instant de Novak Djokovic qui remporte simplement le premier set. Et il est déjà dans un état absolument dingue. Et on a bien vu que les deux voulaient l'emporter, avant tout parce que c'est une histoire personnelle entre ces deux-là. Exactement. Et tout au long du match, le public a manqué d'air, comme les joueurs, tant le niveau de jeu était élevé. Effectivement, ça restera, et vous le disiez, un des matchs phares de la saison. À mes yeux, pas le plus grand match, parce qu'il y avait eu un Djokovic-Nadal à Wimbledon en demi-finale qui avait été encore plus intense. Un Nadal Team en quart de finale aussi à l'US Open qui était à mon avis d'un niveau supérieur. Mais, sur le podium, sans aucun doute. Mais ceci dit, on en parlait ce matin, effectivement, c'est rare d'avoir des ambiances comme celle-là à Bercy, Rolex Paris Masters, car effectivement c'est le tournoi de fin de saison, les joueurs sont parfois fatigués, Federer ne vient pratiquement jamais parce qu'il est souvent à Bâle, et là on a une édition qui est vraiment spectaculaire, c'est un très bon cru pour le coup 2018, Benoît. Moi je crois que Federer il n'était pas venu à Bercy depuis 2015. Tout à fait. Ouais. Et moi je retiens les points pour gagner ce deuxième set de Roger. De Roger Federer. Incroyable. Vous l'avez pu incroyable l'apercevoir déjà. Le niveau de jeu, son coup droit long ligne qui est extraordinaire, vraiment un match d'une intensité incroyable. Et moi, je voulais te poser une question justement sur le public et Djokovic. Moi, Djokovic, je l'ai senti agacé. Il ne comprend toujours pas pourquoi le public parisien, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'autres grands chelems ou d'autres tournois ailleurs, mais pourquoi le public parisien ne l'adopte pas forcément C'est déjà ressenti comme tel dans les tribunes. C'est pas lié au public parisien uniquement. Roger Federer, il est chez lui partout. Quel que soit le tournoi, quel que soit le moment du tournoi. Quelle que soit la partie qu'il joue. Et j'ai envie de dire, c'est de plus en plus vrai. L'année dernière, il disait à Shanghai, mais c'est pas la dernière, c'est pas ma tournée d'adieu. En gros, il était surpris de l'accueil et de Qu'est-ce que ce sera pendant sa tournée d'adieu ? Voilà, quand ce sera vraiment, ça va être fait. Et il y avait un peu de ça à Paris. On a senti quand il est entré dans le tournoi, il avait dit je me suis pas assez entraîné, je vise pas Paris, je vise Londres. Et on a senti qu'il captait toute l'attention. Les autres joueurs n'existaient plus, le tournoi n'existait plus, il n'y en avait plus que pour lui. Ce qui est agaçant d'ailleurs, si je peux me permettre, Jean-Julien. Je comprends tout à fait. Ce gars-là, s'il n'était pas venu depuis 2015, Roger la légende, il n'y avait pas de raison qu'il ne vienne pas, sauf à prendre soin de lui. Parce que sa théorie, c'est de dire je joue moins aujourd'hui parce que j'ai besoin de ce qui se respecte. Pour les grands tournois. Mais il gagne Bâle la semaine d'avant, le dimanche d'avant, il va bien. Finalement, il ne joue que le jeudi. Il a quand même le temps de se reposer. Il ne savait pas au départ qu'il jouait que le jeudi. Il fait que le jeudi. Il aurait pu jouer le mercredi. Il aurait pu jouer le mercredi. Mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il la joue un peu. Moi, je trouve qu'il la joue un peu diva. Laurent. Non, je trouve Roger Federer une diva. Non, je trouve pas que Roger Federer soit une diva. Je trouve que le public, en revanche, qui aime le tennis, vit une époque formidable. On vit une époque formidable dans le tennis. Pourquoi ? Parce qu'on a une génération de patrons
du circuit. On pense évidemment Les à Federer, à Nadal, voilà, les champions qui, depuis des années, dominent, qui sont titillés, qui sont challengés par une génération intermédiaire. Je pense à Nishikori qui était à Paris, ou encore à Silic, voire Dimitrov, qui n'ont pas encore acquis voilà, leur galon, mais qui sont en quête de pouvoir, et puis ces jeunes qui poussent plus bas. Évidemment, Zverev, Jean-Jules le citait tout à l'heure, et puis Khachanov qui a gagné hier. Mais quelle transition vous me faites, Laurent, car effectivement, c'est Khachanov qui a remporté la finale du Rolex Paris Masters. Très heureux, le Russe, on va l'écouter. On l'appelle déjà le prochain Marat Safin, mais vous savez, comme dans le sport, on aime bien trouver des successeurs. Il savoure en tout cas la fin en apothéose de sa saison exceptionnelle. I mean, it means the world to me. It's one of the biggest titles in my career so far, and I couldn't be happier to finish the season like this. You know, to win the last tournament of the season, especially Masters 1000 against Novak Djokovic, world number one in the world. So that's all explanation. I mean, the same goals as it was for this year, to try to finish as high as possible, to keep working with my team, with my on my game, to try to improve day by day, to be competing against guys like Novak on the biggest tournaments more consistently. Et donc Khachanov qui est passé cette saison de la 50e à la 11e place. Tout ça en une saison, c'est quand même fort. Et il fait partie, en tout cas, Jean-Julien, voilà, de cette jeune génération, vous en parliez à l'instant, Laurent, qui pousse, qui n'a pas de français malheureusement dans ses rangs, mais qui s'apprête peut-être un jour à déloger les fameux trentenaires. Oui, effectivement, il est une des têtes d'affiche. Vous citiez, Laurent le disait à juste titre, Alexander Zverev. Voilà, ce sont les deux têtes d'affiche du moment de la jeune génération. Les deux joueurs qui ont gagné des Masters 1000, parce qu'il faut quand même rappeler que Djokovic, Nadal et Federer ne laissent pas grand-chose pour ce qui est des titres majeurs. Voilà, ils arrivent. Khachanov, il a tout. Hein. Il est grand, il est puissant, il a un service, il a un coup droit remarquable, il a un revers formidable, et il est encore extrêmement perfectible pour tout ce qui est déplacement, jeu à la volée, mais il a un mental formidable. Voilà, quand on a ce mental-là, cette marge de progression et qu'on a cette ambition-là, effectivement, tout lui est ouvert. Mais les dernières marches sont souvent les plus difficiles à gravir. Mais il est tout jeune, hein, il a que 22 ans. Voilà, il frappe comme une marmule, ah oui. à plus de 200 km/h tous les services. Et puis Khachanov, il s'est gagné. Hein. Khachanov, avant la finale d'hier, c'était 3 finales sur le circuit, 3 finales gagnées, et il a gagné la 4e à laquelle il participait. Alors, dans son discours d'après-match, il saluait d'ailleurs l'immense palmarès de Djokovic, en rappelant que Djokovic était au-delà de la trentaine de finales de Master 1000 disputées. Gagné, pardon. Et lui, voilà, était très respectueux de tout ça. Mais voilà, il a souligné aussi qu'il avait envie de se constituer le même palmarès. On sent que le minot, il est ambitieux. Il n'a pas la main qui tremble en finale, et à 22 ans, c'est déjà pas mal. On va juste pour conclure tout à l'heure, ces gars-là, pour l'instant, ça ne fait pas vibrer vraiment le public. Je veux dire, tous les noms qu'a cité Laurent. À 22 ans. Oui. C'est pour ça, mais il va falloir. Mais on a besoin encore sur le circuit d'avoir des stars, des vraies stars. Et c'est pour ça que moi, ça m'agace que Roger Federer, par exemple, ne soit pas venu à Roland-Garros depuis 2015. Il pouvait, alors qu'il est en pleine forme. Il y a une saison, il était blessé. Et 2 saisons, il est numéro mondial combien, lui, l'ami Roger? Il est 3e. Là. Il est 3e. Pas normal que le numéro 3, en pleine possession de ses moyens, comme c'était le cas cette année, ne soit pas à Roland-Garros pour un des grands chelems. Donc je ne dis pas que c'est une diva, je dis qu'il se la joue un peu diva quand même. Roland Garros restant un cas particulier pour Federer parce que voilà, il a des il est pas obligé de s'entraîner. Il a 37 ans. Voilà, c'est une des données qu'il faut pas oublier. Mais ça fait du bien de voir ces nouveaux joueurs arriver comme Khachanov, voilà, qui ont un nouveau tennis, qui insuffle un vent de fraîcheur sur le tennis mondial. On n'attend plus du coup que les Français qui vont disputer quand même une Coupe Davis pour sauver l'honneur à Lille du 23 au 25 novembre. Ce sera évidemment une finale contre la Croatie. Et puis, on a découvert donc il y a quelques jours cette liste de joueurs appelés par Yannick Noah. Et dans cette liste, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, mais vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas Beneteau, ni Benoît Paire, ni Simon, ni mon fils. Mais Benoît Paire et Beneteau qui avaient apporté des points précieux pendant la demi-finale. Beneteau qui nous avait fait vibrer. Et Simon polémique ou polémique, cette liste, messieurs. Qui est actuellement le joueur le plus régulier des joueurs français. Simon qui a l'avantage
contre les joueurs croates, puisqu'il a gagné 6 de ses 7 matchs contre Silic, qu'il mène également contre Koric. Voilà, tous les joueurs français pouvaient prétendre, ce groupe-là de 10 ou 11 joueurs pouvait prétendre disputer cette finale. Yannick Noah a fait un choix, il a fait un choix d'équipe, il est parfois difficile à suivre dans ses compositions d'équipe. Les résultats plaident pour lui. Il compte énormément sur le stage qui va commencer lundi prochain, un stage longue durée pour façonner un esprit de groupe et construire, il l'espère, une victoire. Il est coutumier du fait. En 1991, qui était sa première année de capitanat à Montreux, il avait ressuscité Henri Lecomte qui dormait à la 140e place mondiale pour en faire un vainqueur inoubliable de match contre les Américains. Voilà, il est aujourd'hui face au même pari parce que les Croates sont favoris de cette finale de Coupe Davis. Ils ont 2 joueurs dans le top 12. Ils ont des joueurs de double extrêmement compétitifs. Les Français seront outsiders. Mais on joue à domicile. Oui, on joue à domicile. Ça peut jouer en Coupe Davis pour la dernière édition. Exactement. Dans cette configuration. Un choix difficile, on l'a vu, mais un choix juste aussi pour vous? Je trouve que Tsonga, oui, parce que je l'ai vu, ce qu'il a démontré à Bercy face à Raonic. Oui. Il a repris en septembre seulement, blessé pendant 7 mois, 6 mois. Exactement, 7 mois. Ouais. Blessure au genou, très haut niveau de jeu, je trouve, du Manceau, vraiment pour ce match à Bercy. Mais il est à la 200. Eh oui, mais ça compte pas. Mondiale. Ça compte pas. On a pu le voir à l'instant. Effectivement, ça ne vaut rien, on va dire, en Coupe Davis, mais tout de même 262e, c'est un vrai pari, on va dire, de la part de Yannick Noah. Il y a ce stage longue durée, et puis il faut compter sur Yannick Noah, j'imagine, pour il sait mobiliser ses troupes. Tsonga, je suis pas sûr qu'il ait besoin d'être mobilisé pour disputer une finale, même si c'est vrai que la France sera pas favorite à Lille fin novembre. Et c'est ce qu'on disait, messieurs, c'est qu'en fait, Yannick Noah n'a le choix qu'entre des joueurs moyens. C'est pour ça aussi qu'on peut toujours s'étonner d'avoir cette équipe-là. Et puis, on a nommé les 5 grands absents, Simon, Benoît Paire, Monfils, Manarino et puis Beneteau. Mais c'est vrai qu'on n'a que des joueurs, on va dire, qui évoluent à partir de la 25e et puis jusqu'à la 60e, à part quelques exceptions comme Tsonga. C'est vrai, Renaud, que cette liste-là, elle va peut-être permettre à Yannick Noah d'exprimer ce qu'il sait peut-être faire le mieux. Il était un joueur formidable, il est un sélectionneur qui a démontré qu'il savait tenter des paris et surtout les réussir, les transformer en victoire. Et cette liste-là, finalement, on peut se dire qu'effectivement, il n'y a que des joueurs moyens qui la composent, mais elle offre à Noah des possibilités de jongler avec ses joueurs en simple et également de composer un double en fonction des résultats du premier jour. Et on sait, Jean-Jules le rappelait, mais on sait qu'en finale, les écarts entre les joueurs, les écarts qui figurent sur le papier se réduisent et tout peut arriver. Surtout dans une ambiance, comme on vient de le dire, survoltée de Coupe Davis, qui donc sera la dernière dans cette configuration-là. Et ça fait plaisir de l'accueillir à Lille pour cette grande dernière